Bonjour à tous. Donc on est ensemble ce matin pour un webinaire d'environ 30 minutes. On va vous parler donc aujourd'hui de la solution ERP Microsoft Dynamics 365 Finance et Opérations. Je suis accompagnée de Mathieu Béguin, architecte solution sur cette ERP, spécialisé sur le secteur industriel, et je suis pour ma part directrice commerciale chez Prodware. Les modules de la solution Dynamics 365 Supply Chain Management vont vous permettre de gérer et suivre de façon efficace vos processus industriels de bout en bout. Comme vous le verrez au cours de la présentation de Mathieu, vous pourrez gérer la partie production ou manufacturing ou fabrication, mais également tous les flux WMS à l'intérieur de la même solution de façon totalement intégrée et native. Et cette solution qui est dans le cloud Azure de Microsoft vous permettra aussi de suivre les différents indicateurs métiers grâce à ses capacités de reporting intégrées avec Power BI et vous permettra de tendre bien sûr vers le zéro papier puisque vous aurez beaucoup moins de flux papier, beaucoup plus de digitalisation. Avant de donner la parole à Mathieu, je vais vous présenter quelques chiffres clés sur le groupe Prodware. Je vois qu'il y a certains de nos clients qui sont connectés, mais certaines sociétés ne sont pas encore clientes de Prodware. Donc, en quelques chiffres, Prodware a été créé en 1989. On a notre chiffre d'affaires de l'année dernière est de 380 millions d'euros. Et on a un petit peu plus que 2500 clients sur les différentes solutions Microsoft Dynamics. On est présent dans 14 pays, principalement en Europe. On fait partie de l'Alliance Dynamics Pact, qui est une alliance qui regroupe les leaders de l'intégration des solutions Microsoft partout dans le monde, ce qui nous permet d'accompagner nos clients partout lorsqu'il y a des besoins de déployer la solution ERP ou CRM de Microsoft dans leur filiale à l'étranger. Nous avons le plus haut niveau de distinction auprès de l'éditeur, donc auprès de Microsoft. De par notre présence à l'international, nous sommes en effet fortement présents au niveau de Microsoft Corp. Nos consultants sont formés et on est informé très en amont sur les évolutions et les nouvelles versions de leurs solutions. Notre pôle de consultants est composé d'environ 150 ressources en France sur la solution Dynamics 365 Supply Chain Management, celle qu'on va vous montrer aujourd'hui. Et on a déployé cette solution et les versions précédentes sur à peu près 100 sociétés en France. Sur la version qu'on va vous montrer aujourd'hui, donc la version D365 dans le cloud Azure, on a fait un peu plus que 60 projets qui sont déjà utilisés en live par nos clients. Pour ces clients, nous sommes capables de les accompagner, bien sûr, après le Go Live. Donc, on est en capacité d'accompagner nos clients sur les phases de support, d'évolution, d'extension, au travers de contrats de TMA qui sont adaptés au contexte propre à chaque client. Nous sommes également experts cyber, donc comme la solution est hébergée dans le cloud Azure, nous offrons des audits, des solutions de cybersécurité et de surveillance de ces risques auprès de nos clients. Mathieu, je te laisse prendre la main pour présenter et parler de la solution Dynamics 365. Eh bien, bonjour à tous. Véronique, est-ce que tu peux me confirmer que vous m'entendez bien? Oui. Donc, nous attaquons un parcours rapide des fonctionnalités offertes par Microsoft Dynamics Supply Chain Management en insistant sur des modules intégrés à la solution, à savoir un module WMS pour gérer évidemment votre stock, tous les flux de marchandises entrants, également les flux autour de la production. Il faut alimenter votre production en composants, il faut ranger les produits finis et les semi-finis que vous avez faits. Bien sûr, un flux de livraison client, tous les flux de sortie. Sur la partie production, on s'intéressera également à la partie MES, à savoir les outils de pilotage de la production pour les opérateurs sur les postes d'atelier. Alors, nous allons commencer par cette partie MES, donc en anglais on parle de Manufacturing Execution System, suivi de la production et mise à disposition d'informations pour les opérateurs et remontée d'informations. Les informations dont on parle, commençons par le back-office. On parle d'ordre de fabrication et en dessous de vos ordres de fabrication, on parle de gamme de production, les fameuses opérations 10, 20, 30,
à savoir les étapes de production de vos produits. Dans ces opérations, on parlera de tâches de production. Il faut régler des machines, il faut exécuter le travail. Ces tâches de production, elles se planifient dans le temps, avec des dates et des heures de début. Et là, vous êtes côté back-office avec différents écrans de vision sur ces différentes tâches. Capacité à définir des priorités hautes, basses. Capacité à ordonner les tâches. Ici, on se focalise sur le quotidien de ce qui va se passer aujourd'hui ou demain, vraiment le futur proche. Une fois que ces tâches de production ont été lancées, le système va pouvoir détecter des besoins en composants et en matière pour vos OF, en fonction de ce qui est manquant, de ce qui ne serait pas déjà sur la ligne de production. Pour alimenter votre production, le WMS va être capable de piloter ce qu'on appelle des travaux. Un travail, c'est très simple, c'est je prélève à un endroit et je viens placer à un autre endroit, en l'occurrence au pied de la machine. On peut faire des travaux très simples, un simple prélevé-placé. On peut également modéliser des zones d'attente ou des zones de préparation intermédiaire. Et dans ce cas-là, on aura une première étape avec un prélevé placé vers une zone d'attente, puis une seconde étape vers la livraison machine. On va vous illustrer ce cas de figure sur les exemples suivants. Regardons sur une première étape ce qui se passe sur le terminal mobile pour vos opérateurs. On affiche une liste de travaux. Vous rentrez dans le travail, le système vous guide l'emplacement, l'article, la quantité. Un deuxième article, l'emplacement, l'article, la quantité. Et vous indique où vous devez le placer. En l'occurrence ici sur une zone qui s'appelle prépa OF1 et votre travail est terminé. Voici pour une première étape. Regardons pour une deuxième étape. Ce peut être le même opérateur qui continue, ce peut être un autre opérateur qui prend la suite un peu plus tard. À ce moment-là, vous vous retrouvez sur le terminal mobile, capacité en scannant les contenants qui ont été déposés. Vous allez scanner le contenant, vous allez retrouver ce travail qui était en attente et vous allez suivre les instructions. Et ici, vous devez l'emmener sur la ligne et vous confirmer. Voici un travail qui a été réalisé très simplement en 2 temps. Je quitte le WMS, j'y reviendrai tout à l'heure, et je vous emmène maintenant sur la partie MES, donc ce Manufacturing Execution System. Si on regarde l'atelier d'hier, l'atelier d'aujourd'hui, un changement important, évidemment, est l'arrivée des ordinateurs au niveau de votre parc. On va s'intéresser à un début de tâche. Les fameuses tâches de production dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des sous-divisions de vos ordres de fabrication. Nous allons faire un début de tâche, nous allons le faire sur l'écran atelier. Pour cela, on va installer des terminaux qui sont idéalement tactiles, mais ce n'est pas obligatoire. L'utilisateur se connecte avec son identifiant, il retrouve la liste des tâches telle qu'on l'a vu précédemment côté back-office, avec des informations de priorité. On sélectionne la tâche, on va pouvoir y retrouver des instructions, on va pouvoir y retrouver des illustrations, et l'opérateur va indiquer au système, on va effectivement démarrer la tâche pour la quantité théorique prévue. Dès lors que vous démarrez la tâche, le système active un chronomètre et ce sont bien des temps réels de production qu'on va être en mesure de remonter. Un peu plus tard, on peut arriver sur une pause méridienne et les opérateurs doivent s'arrêter. On a souhaité qu'ils déclarent les quantités produites à l'instant. Vos opérateurs se reconnectent sur le terminal, ils vont retrouver les tâches qui sont actives, notre tâche l'est, et ils vont signaler quelles ont été les quantités produites. Vous aviez un numéro de lot qui venait automatiquement, là on est en train de réduire la quantité à 1 et d'indiquer qu'on met la tâche en pause. Voilà, la tâche a été signalée en pause, votre chronomètre s'est arrêté. Après la pause méridienne, ce sont peut-être d'autres équipes ou les mêmes équipes qui reprennent le travail. En tout cas, les gens vont revenir sur ce même terminal mobile et vont, pardon, je vais aller un cran trop vite, les gens reviennent sur le terminal mobile, se réidentifient, vont retrouver la tâche dans la liste des tâches et cette tâche va maintenant apparaître en pause. Ce sont les 2 petits points jaunes. On retrouve la tâche, on a des informations sur son avancement,
qui est partiel pour l'instant de 50%. Et on va reprendre le travail. Cette reprise du travail, effectivement, signifie que votre chronomètre se remet en route. À la fin du travail, il est temps de faire une déclaration de fin. On a maintenant produit la totalité des quantités prévues. Pour cela, on se reconnecte sur le terminal. La tâche est active, la moitié, et on va déclarer la quantité restante liée à cette production. À ce moment, c'est bien du stock qui est généré. Le stock qui a été généré au pied de la machine. Ce stock généré au pied de la machine, on peut vouloir le ranger de manière dirigée par le WMS. J'insiste sur le terme on peut vouloir. Ce n'est pas systématiquement fait. Vous avez des productions qui peuvent être tout simplement à suivre sur la machine suivante. Et il n'y a pas de travaux WMS nécessaires. Ici, on vous décrit un cas où on souhaite ranger et votre opérateur, sur le terminal mobile, va pouvoir trouver une liste de travaux de rangement à exécuter. Il va pouvoir suivre les instructions et le système va l'emmener. Si on regarde tranquillement ce qui se passe au terminal mobile, vous avez un rappel des articles qui sont concernés, de la cible d'emplacement, qui est le 01 02 18, vous l'avez indiqué en bas, et on va suivre cette information-là pour aller ranger à l'endroit proposé. Je vous montre rapidement quelques autres possibilités autour de cet écran atelier. Vous avez la capacité de rentrer dans la liste des composants nécessaires à la production en cours. Et sur cette liste de composants, vous allez pouvoir, si les droits sont ouverts pour cela, modifier les quantités qui ont été consommées. Dans le scénario que je vous ai montré avant, on avait fait de la préconsommation automatique. On a des scénarios où il peut être pertinent de laisser les opérateurs préciser quelles sont les consommations réelles effectuées. Évidemment, c'est des informations qui seront remontées en back-office. Donc voici quelques écrans qui permettent d'ajuster ce réel des consommations matières. Autre élément important, lors des déclarations de fin, on peut déclarer les quantités produites, on peut également déclarer les quantités qui ont été erronées, des notions de rebut. Et si vous passez par du rebut, on va pouvoir préciser les quantités rebutées et préciser des causes de rebut également. Je vous emmène maintenant sur le WMS. On l'a vu rapidement sur des flux d'alimentation de la production, acheminer les composants, ranger les produits finis. Regardons d'autres flux WMS et qu'est-ce que ça veut dire un WMS pour un système? Alors, évidemment, on passera par des terminaux mobiles. On va pouvoir définir des menus qui seront adaptés à vos usages et même plus des menus qui seront adaptés à vos populations. Vous pouvez avoir des populations d'opérateurs qui sont plutôt sur des flux de réception, d'autres qui sont plutôt sur des flux d'expédition client. On peut très bien leur adapter leur menu. Vous avez des intérimaires qui n'ont pas besoin ou qui ne devraient pas avoir les mêmes droits que les autres. Vous pourrez créer des menus spécifiques aux intérimaires. À l'intérieur d'un même menu, vous pourrez adapter les comportements. Vous pourrez imaginer que votre responsable magasin, qui est là depuis 12 ans et qui a toute la confiance de l'entreprise, on lui permet de faire des démarches relativement rapidement en limitant le nombre de clics. Vous pourriez imaginer que pour un intérimaire, vous lui demandez de confirmer plus d'informations pour être certain qu'il ne soit pas en train de faire n'importe quoi avant de terminer ses 2 jours d'intérim, par exemple. Quels sont les grands flux? On en a parlé tout à l'heure. On rajoute sur l'image que vous aviez vue la notion de contrôle qualité. Le contrôle qualité peut se greffer sur les différents flux de WMS. Je l'ai représenté ici sur un flux de réception. Ça veut dire que vos opérateurs, lorsqu'ils vont mouvementer de la marchandise du quai de réception vers une zone de rangement, ils peuvent avoir l'information sur le terminal que ces marchandises ne vont pas en zone de rangement comme d'habitude, mais qu'elles vont plutôt à la qualité. C'est-à-dire que vos flux physiques peuvent être dirigés par le WMS. Ça n'est pas une obligation, ça fait partie des options possibles. À l'issue des contrôles qualité, on
peut également gérer des flux physiques qui pourront tenir compte du résultat de vos ordres de qualité pour aller plutôt en stock ou plutôt sur des zones de prison de quarantaine. Ces notions de qualité, on pourra les activer sur la totalité des flux qui sont ici, avec ces mêmes règles logiques. Je vous propose de vous montrer un type de flux un peu différent qu'on peut faire avec le WMS, qui est la station d'emballage. Alors cette station d'emballage, traditionnellement, c'est des choses qui se faisaient plutôt sur des écrans type back-office. On peut aujourd'hui l'intégrer sur les terminaux mobiles. On va regarder un exemple très simple. Pour une commande client, on prélève du stock, on passe par une station d'emballage, on va aller ranger le carton sur une zone d'attente, et lorsque le transporteur viendra, on va charger. Regardons la première étape où nous allons prélever nos produits finis. On passera par le terminal mobile où des travaux de prélèvement seront disponibles pour indiquer aux opérateurs ce qu'ils doivent aller prélever et le fait qu'ils doivent le placer sur la station d'emballage. Alice, je vous laisse le regarder deuxième fois. Le travail indique l'article, le lieu de prélèvement, et il indique maintenant là où on doit aller le placer, à savoir sur la zone d'emballage. L'étape suivante, pour la personne qui réalise l'emballage, c'est bien d'identifier les cartons. Alors je vous parle de cartons, c'est pour vulgariser. En termes techniques, on parlera de contenant. Un contenant étant un élément qui contient un ou plusieurs produits. On parlera de palettes, on parlera d'IBC, on parlera de caisses, différentes contenants. En tout cas, ce contenant, on va l'identifier. On va devoir scanner l'expédition qui définit la commande client. On va pouvoir choisir un type de conteneur. Dans cet exemple, on va choisir une palette 120-80. On va pouvoir noter le numéro du contenant qui a été généré par le système. On va pouvoir imprimer des étiquettes, bien évidemment. Avec cela, on a un contenant identifié qui est lié à la commande. On va maintenant passer sur l'emballage proprement dit des articles. À nouveau, on peut avoir des étapes dédiées. On fait le lien avec l'expédition qui rappelle la commande. On va pouvoir indiquer les articles qu'on met dans le carton. On va pouvoir indiquer les quantités qui sont mises dans le carton. Par la suite, on va devoir fermer notre contenant. Des menus dédiés existent pour rescanner le carton concerné et comparer le poids théorique, qui est la somme des composants, éventuellement le forcer et le remplacer par un poids pesé, s'il y a eu des aléas sur l'emballage. On a maintenant un contenant avec un poids réel, physique. Dans cet exemple, on a considéré qu'après emballage, on allait le ranger sur une zone d'attente. Pour cela, on passe par un travail qui a été généré automatiquement, qui va guider l'opérateur et l'indiquer sur quelle zone d'attente on doit aller déposer les marchandises. On pourrait avoir une, deux, trois, plusieurs zones d'attente. On pourra avoir des règles logiques qui, suivant le contexte, vont aiguiller vers telle ou telle zone d'attente. Les contenants qui ont été placés en zone d'attente pourront y rester plusieurs jours si vous avez des problèmes de planification de vos expéditions. Si vous avez des problèmes de place, vous aurez la latitude de déplacer les contenants d'une zone d'attente à une autre. Le système garde la trace, garde la maîtrise de ce que signifie votre carton et du lien avec l'expédition à venir. Enfin, lorsque votre transporteur arrive, on va passer par une phase de chargement où là on va pouvoir scanner votre carton, retrouver son contenu et confirmer qu'on le charge sur le camion. Votre expédition sera considérée comme étant chargée. Suivant les paramètres, ça peut automatiser ou pas la livraison client. Après ces quelques exemples de flux, je vous propose d'avoir une vue un peu plus large sur ce que permet le WMS. On reprend un schéma similaire à celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais en détaillant un petit peu plus. En bas, au milieu, votre stock. En haut, tous les flux entrants pour alimenter votre stock. À droite, tous les flux sortants. En haut, la production. Entre tous ces éléments-là, en bleu, tous les flux physiques qu'on pourra gérer avec le WMS, les zones de stockage étant matérialisées en noir. Qu'est-ce qu'il est intéressant de voir sur ce schéma? Quand on parle de flux entrants, vous voyez que vos commandes fournisseurs ou
des ordres de transfert que vous feriez depuis d'autres sites de votre société seront gérés par une notion mutualisée de charge entrante. Ça veut dire que pour vos opérateurs, on peut mutualiser, si on le souhaite, tous les menus de réception parce que pour les caristes, ce n'est pas forcément différent de recevoir des éléments qui sont achetés à l'extérieur ou en transit depuis un de vos autres sites. Si on souhaite isoler, on peut parfaitement créer des menus isolés. Sur les différents flux, on a différentes options. On vous a montré dans les démos précédentes assez souvent des flux à 2 étapes. Je reçois, ça reste en stock sur le quai de réception, plus tard je vais ranger. On pourrait parfaitement réceptionner et ranger directement. Dès lors qu'on parlera de contenant, on parlera d'étiquettes et on pourra générer automatiquement les étiquettes. Je vous avais parlé des flux qualité. Pour toute entrée en stock, on fera appel à une algorithmie définie par simple paramétrage dans le système. On ne parle pas de développement, on parle bien de paramétrage niveau utilisateur. Et vous allez pouvoir définir une algorithmie qui, en fonction de vos familles d'articles, mais également en fonction de votre contexte, pourquoi pas un contexte fournisseur, des informations sur le fait qu'on se soit justement un transfert et pas un achat, et ce genre de notions, on va pouvoir aiguiller vers différentes zones. Cet aiguillage tiendra compte également des capacités et des charges déjà en cours sur vos zones. Sur la partie alimentation de la production, on peut faire du simple réappro par rapport à du stock mini. On peut faire des flux de livraison d'OF, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure avec un flux en 2 étapes ici. On peut faire des flux directs de prépa et livraison et bien sûr des flux de rangement. Côté flux sortant, c'est peu ou prou le symétrique des flux entrants. Vous noterez au milieu la station d'emballage qu'on vous a montré tout à l'heure. Cette station d'emballage, on vous a montré, nous, un flux en 2 temps à la sortie. Voici un exemple qui était ici. Voilà pour la vue d'ensemble du WMS. Quelques caractéristiques du WMS, quelques capacités de la solution. Gérer la limite de vos emplacements en nombre de palettes, en nombre de pièces, en taille, en poids maxi ou en volume maxi. Sur les réapprovisionnements, il est intéressant de signaler que très souvent, on distinguera le stockage de masse et des zones de picking dédiées à la préparation de commandes. On fera quelques gros travaux de réapprovisionnement, ici en bleu, et puis, depuis vos zones de picking, vous aurez de nombreux petits travaux de préparation des innombrables petites commandes clients que vous avez. Ce faisant, on mutualise et on optimise le travail de vos opérateurs. D'autres optimisations possibles, ce sera le regroupement des travaux de prélèvement. Considérons que vous avez 2 commandes clients qui génèrent 2 travaux. Plutôt que d'envoyer vos opérateurs faire 2 fois le travail, on peut consolider le travail pour leur permettre de ne faire qu'un seul trajet. Cela suppose qu'ils aient un équipement avec eux, avec des emplacements qui soient identifiés, pour leur permettre d'associer les 2 commandes à ces emplacements. Ils ne font qu'une seule fois le trajet et en fin de trajet, vous reséparez vos commandes et vous avez la capacité d'enchaîner sur la suite du flux. Si on parle d'étiquettes, voilà quelques exemples d'étiquettes qui ont été réalisées avec le standard de la solution. Le code, c'est ce qu'on appelle du ZPL, que nos consultants connaissent très bien et qui leur permet de modéliser tout cela assez rapidement. Si on s'intéresse maintenant à la supervision de votre entrepôt, avec Microsoft Dynamics Supply Chain Management, vous récupérez la technologie Power BI embarquée dans le système. Microsoft vous fournit un ensemble de tableaux de bord par défaut que vous pouvez exploiter, qui vous permettront notamment de vous intéresser à la performance de vos entrepôts, le respect de vos délais de livraison, le taux d'utilisation et différentes informations. Si on doit faire une synthèse de ce qu'on a vu aujourd'hui, je reviens sur la première diapositive avec des modules qui sont aujourd'hui intégrés dans la solution. Par le passé, il y a de ça 10 ans, nous avions des clients qui auraient eu tendance à avoir des solutions expertes pour gérer le WMS, pour gérer le MES et faire des interfaces. Aujourd'hui, de plus en plus, on est sur des solutions pleinement intégrées qui permettent de partager la même base de données et de ne plus avoir
aucune inquiétude sur la cohérence et l'intégrité de vos données. Vous partagez le même référentiel. Écoutez, nous en avons terminé. Merci de votre attention et je vous propose de prendre quelques questions si vous en avez. Oui, moi j'ai une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Allez-y. Parfait. J'avais vu qu'il existait le VMS 1 et VMS 3 au niveau au niveau des warehouses et de la gestion warehouse. Est-ce que vous pouvez nous dire en vitesse les différences et s'il y en a de nouveaux? Alors, vous parlez sûrement de la version AX 2012. Il y avait des Hmm. modules Oui. différents, c'est ça? Oui. Alors, sous AX 2012, qui était le prédécesseur de Dynamics 365 Supply Chain Management, il y a eu des versions. On a eu un AX 2012 R1, R2, R3. Et le Oui. WMS est apparu avec AX 2012 R3. C'est peut-être à ça que vous faites référence. R3. Aujourd'hui, on parle de Dynamics, c'est le remplaçant, Dynamics 365 Supply Chain Management, qui est la version cloud. Donc on a dépassé ces notions-là et les termes de WMS 1, 2 ou 3 ne sont plus utilisés. D'accord. Mais donc, quelle que soit la version que l'on a, on peut utiliser tous les ateliers dont vous venez de parler. Alors, ce dont je vous ai parlé, c'est Dynamics 365 Supply Chain Oui. Management. Et effectivement, dans toutes les versions de Dynamics 365, vous retrouvez cela. Un point très important avec Dynamics 365, c'est que vous êtes avec Microsoft dans ce que on appelle le One Version. Il n'y a plus de version. Tout le monde est embarqué dans la même version. Alors, vous avez des évolutions chaque trimestre. Bien sûr, vous avez des clients qui coexistent entre la version la plus actuelle et la version N-1, N-2, mais c'est un tapis roulant qui emmène tout le monde. Donc, on ne se préoccupe plus vraiment de la version. Notez juste que Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management intègre le WMS. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Dans le calcul des besoins, vu qu'on travaille dans le cloud, nous actuellement sur notre ERP, on a des traitements qui durent entre une demi-heure et 1 heure et demie. Est-ce que sur le cloud, cette incidence-là est identique ou... Il y a eu d'énormes améliorations. Il y a une nouvelle technologie de calcul des besoins qui a été activée par Microsoft voilà à peu près 3 ans. Les deux technologies coexistent, mais à terme, tout le monde va basculer sur la nouvelle technologie. Les tests que nous avons réalisés nous ont montré des temps de traitement qui ont été divisés par 20 à peu près. Donc, là où on avait des MRP qui tournaient en 1 heure, bah, aujourd'hui, on les tourne en 3 minutes. Voilà pour des améliorations récentes. Aujourd'hui, les temps de traitement du MRP ne sont plus un enjeu. D'accord. La seule contrainte, c'est d'avoir de la connexion Internet et très sécurisée, quoi. Alors, effectivement, sur une solution cloud, vous avez besoin d'une connexion Internet. Très sécurisée, c'est mieux, mais aujourd'hui, n'importe quel téléphone portable avec un partage de connexion et une 4G vous apporte un débit qui est amplement suffisant pour pour accéder à Microsoft Dynamics Supply Chain Management. Nous, consultants, on le vit régulièrement chez nos différents clients. On n'a pas toujours accès au réseau de nos clients et le passage par la 4G est amplement suffisant. Donc, c'est du cloud, vous êtes tributaire du réseau, mais aujourd'hui, les solutions de secours pour accéder au réseau, y compris de manière dégradée, sont devenues très nombreuses et vous amènent aussi à reconsidérer ces approches sur la criticité de l'accès au réseau. Ok, merci. On a encore quelques minutes. S'il y a encore une ou deux questions, n'hésitez pas. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions. Nous vous remercions de votre attention ce matin. Et puis, nous vous enverrons les invitations pour nos prochains webinars. Merci à tous. Bon appétit. Bonne fin de journée. Merci pour votre attention. Merci. Au revoir.